tu vois ça sur cette ligne, il faut Voilà, nous sommes là. Bonjour, bonjour Jeanne, bonjour à tout le monde. Bonjour Gabriel. Heureux de vous retrouver juste avant la rentrée. Bonjour tout le monde. Nous sommes ravis effectivement de vous retrouver après les vacances. En tout cas, on espère que vous avez passé de belles vacances pour ceux qui sont partis et pour ceux qui n'ont pas encore été en vacances, on leur souhaite de belles vacances. Alors aujourd'hui, oui, vas-y Gabriel, je t'en prie. Je dis la même chose que toi, que nous souhaitons que la rentrée s'effectue sous les meilleurs auspices pour pouvoir effectivement, ensemble, réussir les derniers mois de l'année. Alors aujourd'hui, nous vous présentons, nous sommes à notre 10e Live Talk qui est organisé par l'agence Studio Butterfly. Et le thème du Live Talk d'aujourd'hui est l'inbound marketing à 360 degrés. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Je voudrais juste dire un mot, c'est vraiment notre art de vivre avec Jeanne, c'est que c'est vrai, et nous le constatons avec les clients au Maroc comme les clients à Paris, c'est qu'on est toujours, je dirais, l'objet de propositions pour faire, par exemple, une effervescence digitale et pouvoir toucher un maximum de gens. Mais on oublie que c'est l'ordre et la hiérarchie des actions qui prédominent et qui permet d'avoir la cohérence de la communication. D'où ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Tout à fait. Donc, ce 10e Live Talk est organisé par le club Inbound Marketing ABM que nous avons créé au sein de l'agence Studio Butterfly. Donc, Studio Butterfly, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, est une agence internationale qui est pionnière dans les stratégies de marque, dans l'inbound marketing à 360 degrés et dans le count-based marketing. Nous sommes présents à Paris et à Casablanca et nous apportons en fait à nos clients des solutions sur mesure sur des sujets qui sont très pointus, qui sont parmi lesquels en fait on retrouve l'émergence de la différenciation via la création de stratégies de marque, l'amélioration de l'expérience client et prospect à travers la création de solutions digitales innovantes et omnicanales qui sont associées à des contenus personnalisés, voire hyper personnalisés, et puis le développement des parts de marché de nos clients auprès des grands comptes à travers la création et la mise en œuvre des stratégies de count-based marketing. Et puis, toutes ces stratégies-là, en fait, on les accompagne avec des tableaux de bord pour le suivi de la performance, ce qui permet à nos clients de s'assurer ou d'être sûr d'avoir un meilleur retour sur investissement des budgets qu'ils vont engager sur le marketing et la communication. J'ajouterais que nous sommes une des rares sociétés disposant des compétences techniques, des compétences spécifiques, tant au Maroc qu'en France. Et donc, le cas échéant, pour des questions budgétaires, eh ben, nous savons utiliser les forces en présence avec, effectivement, des coûts qui sont toujours très compétitifs. Alors, le club Inbound Marketing ABM, nous l'avons créé pour nous adresser à nos clients, qu'ils soient à Casablanca ou à Paris ou ailleurs. Notre mission à travers ce club, c'est d'établir des liens entre les cadres dirigeants du marketing, de la communication, des sales et du digital à travers les différents événements qu'on organise. Donc, il y a les événements digitaux que vous voyez, parmi lesquels il y a ce live talk, et puis il y a des événements physiques qu'on va organiser durant l'année. Et durant la session d'aujourd'hui, donc voilà ce que nous allons en fait vous proposer. En première partie, nous allons regarder le rôle du positionnement différenciateur pour une entreprise, qu'elle soit dans le B2B, le B2C ou que ce soit ou carrément une institution. On va aborder l'expérience client. Aujourd'hui, on sait que l'expérience client, elle est vraiment importante pour développer les ventes. Et dans l'expérience client, nous allons parler des personas et de la data. Ensuite, nous passerons à un troisième thème qui est comment aller de la personnalisation à l'hyper-personnalisation grâce à du contenu et du contenu qui va être cohérent, surtout le funnel de conversion. Enfin, on va voir la stratégie digitale et puis à la fin, on va vous présenter un certain nombre de chiffres clés. Alors, j'ajouterai que c'est exactement l'expression et la justification du titre « Ne mettez pas la charrue avant les bœufs », parce que vous voyez là
les quatre principales étapes qui va vous permettre de structurer votre communication depuis le positionnement différenciateur, qui est l'identité de marque de votre entreprise et qui est l'élément le plus fondamental, qui va être suivi effectivement de l'expérience client, car comme le dit si bien le poète Arthur Rimbaud, je est un autre, pour ensuite personnaliser, et aujourd'hui grâce à l'IA, hyper personnaliser votre stratégie grâce à tous les outils hiérarchisés de la stratégie digitale. Alors, premièrement, le fameux positionnement différenciateur. Le mot en fait le plus important ici, c'est même pas le mot positionnement, c'est le mot différenciateur. Ou vous êtes différent, ou vous n'êtes pas. C'est très simple. Donc, chaque fois que l'on peut voir dans des sociétés dire que nous avons le meilleur rapport qualité-prix, que nous sommes les meilleurs, que nous avons les meilleures techniques, non. Ce qui est d'abord et avant tout essentiel, c'est d'être différent. Alors pourquoi il faut être différent? Parce qu'aujourd'hui, les marques, en fait, elles font face à énormément de défis. Les besoins, on le sait, ils sont toujours totalement remplis parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur les différents produits et les services. Il y a une saturation du marché publicitaire qui induit une baisse de l'efficacité de la communication traditionnelle comme on a connu par le passé. Il y a une nouvelle génération de consommateurs qui sont les générations Y et Z qui ont des parcours différents, qui ont des appétences différentes. Donc, il faut leur proposer des choses qui correspondent à leur comportement sur des plateformes où ils vont être présents. Et puis, il y a un dernier élément qui nous paraît très important, c'est qu'aujourd'hui, on est passé à une ère de partage et d'économie collaborative. Et donc, pour atteindre leurs cibles, les marques doivent savoir se rendre désirables et donc se positionner d'une manière différenciante par rapport à leurs concurrents. Et alors, quand on dit justement que les marques doivent savoir se rendre désirables, eh bien, dans différents documents que Gian et moi avons produits, nous avons proposé et nous recommandons de passer de la célèbre pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins, à la pyramide de Shapiro, permettez-moi cette présentation un peu nombriliste, qui est la pyramide des désirs, car le désir précède le besoin. Voilà. Bon. On va faire un petit rappel de ce qu'est une stratégie de marque efficace, performante, qui permet d'attirer, en fait, qui permet de construire vraiment une différenciation auprès de son audience cible. Une stratégie de marque, en fait, réussie englobe différents éléments qui sont extrêmement importants, à savoir la mission de la marque ou la mission de l'entreprise, les promesses qui sont faites aux clients et la manière avec laquelle, en fait, cette promesse va être communiquée. L'objectif à travers cette stratégie de marque et cette plateforme de marque, c'est de vraiment créer, in fine, une préférence pour la marque chez les clients. Et la stratégie de marque, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est vraiment, en fait, comme tu le dis toi bien, Gabriel, c'est une démarche volontariste qui émane du comité exécutif des entreprises. Il faut effectivement se persuader qu'une stratégie de marque, ce n'est pas une stratégie qui imite la marque concurrente ou qui imite une autre marque concurrente. La stratégie de marque, c'est l'action volontariste d'un comité exécutif ou du dirigeant pour justement différencier son entreprise. Alors, on aime bien, Gian et moi, dire cette phrase qui a été une phrase d'Henry Ford. Il faut savoir que Henry Ford est celui qui, jusqu'à aujourd'hui, a vendu le plus de voitures dans le monde, la fameuse T2, dans les années 1930 par là, car au départ, les gens étaient opposés à ce qu'il propose, cette voiture. Et il disait, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, je leur aurais donné un cheval plus rapide. Ben oui, il avait fait une étude des besoins. Ils ont dit, oui, si notre carrosse allait plus vite, si notre habituel moyen de se déplacer allait plus vite, et c'était le cheval. Eh bien, il a refusé. Et il a écrit, c'est désormais par l'offre qu'on suscite la demande et non l'inverse. Et donc, la stratégie de marque commence par, bien sûr, la plateforme de marque.
Ça, c'est un must, enfin, c'est-à-dire c'est quelque chose d'indispensable dans toute entreprise. Alors, vous pouvez le faire de manière tout à fait approfondie ou d'une manière plus légère, mais comme vous le voyez là, il y a 6 étapes qui constituent, au fond, la philosophie et, je dirais même mieux, la culture de l'entreprise. Et aujourd'hui, il est bon ton de parler de la raison d'être de l'entreprise, avec la vision, comme vous le voyez écrit, la mission, les valeurs. Avec Gian, on parle souvent d'engagement, qui est un peu plus fort que le mot valeur, le style et le ton, ça, c'est la personnalité, l'ambition à court terme et évidemment, le positionnement différencié. Alors, Gian, tu peux effectivement montrer qu'il y a un élément clé dans la marque, c'est l'émotion. Tout à fait. On sait que l'émotion joue un rôle vraiment prépondérant pour pouvoir attirer une audience et la garder sur du long terme. Alors, nous avons dans le cas de l'émotion, il y a une notion très, très, très importante qu'on utilise, qu'il faut développer, qu'on a utilisé pour les laboratoires Pierre Fabre, qu'on a utilisé pour un autre hôpital, l'IHFB, l'Institut hospitalier franco-britannique, et qui est la philosophie du care. Et la philosophie du care, c'est quelque chose de fondamental. Nous trouvons que c'est vraiment quelque chose qu'il faut explorer parce que c'est la notion de la bienveillance et de l'attention portée à autrui. Donc, je vous engage, quelle que soit votre structure, à s'immerger ou du moins à réfléchir à cette notion de la philosophie du care, qui est donc le terme anglais to care, et qui permet justement d'associer assez rapidement l'émotion grâce à la bienveillance, grâce à l'attention portée à autrui, associée évidemment à des plus-values rationnelles. Bien. Et au sein de l'agence, en fait, au sein de Studio Butterfly, il y a une méthode avec laquelle nous travaillons, avec laquelle nous accompagnons nos clients, qui est le mapping de positionnement. En fait, c'est une démarche qui nous permet d'explorer 4 territoires à travers lesquels on va exprimer un positionnement différenciateur selon un certain nombre de couples. Alors, justement, pour reprendre ce que dit Gian, tout à fait, il faut dire que c'est un peu notre... Moi c'était un peu dans le dialogue que j'ai eu avec Gian, moi, c'est mon passé un peu d'ingénieur qui parle. C'est-à-dire que en tant qu'ingénieur, on essaie toujours de trouver une synthèse, et en général, c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut ça, d'autres qui veut autre chose. Et bien, dans le positionnement, c'est un peu la même chose. Vous avez toujours des gens, et c'est normal, qui sont davantage affectifs, d'autres qui sont davantage rationnels, d'autres qui pensent d'abord aux clients, d'autres qui disent oui, mais enfin, c'est nous les meilleurs. Donc, soit on devient trop directif, Gian et moi, pour dire c'est vers là qu'il faut aller, soit au contraire, on essaie d'abord de balayer l'ensemble des positionnements possibles pour que chacun y retrouve ses petits, que chacun y retrouve son caractère ou sa personnalité. Et c'est vrai qu'on a dit, et qu'avec Gian, on s'est dit, si on fait un mapping de positionnement, donc une démarche qui permet d'avoir un positionnement rationnel, puis d'avoir un positionnement affectif, puis d'avoir un positionnement altruiste, puis d'avoir un positionnement plus nombriliste, au moins on aura passé en revue l'ensemble des positionnements et on choisira en connaissance de cause celui qui nous paraît le meilleur, enfin celui qui paraît enfin le plus en affinité avec le dirigeant de l'entreprise, avec le comité exécutif et avec évidemment le marché environnant. Donc voilà l'approche que nous vous proposons. Il y a 4 territoires. Si vous regardez le territoire A, c'est le territoire le plus rationnel car il met en avant la promesse de l'entreprise avec des arguments rationnels. Le territoire B a pour mission de regarder quel est le bénéfice d'utilisation par la cible de votre prestation ou de votre entreprise, toujours avec des arguments rationnels. Si on arrive dans le territoire C, on se rapproche de ceux qui sont beaucoup plus affectifs, émotionnels. Donc là, c'est aussi la mise en œuvre du bénéfice d'utilisation d'un produit avec des arguments affectifs. Et le territoire D, on se retourne vers l'entreprise en disant c'est grâce à l'entreprise que nous avons proposé tel ou tel produit avec des arguments affectifs. Alors, moi, j'aime bien donner un exemple un peu aberrant pour fixer les idées. Alors, je vous dis par exemple, exprès, imaginons que Renault ait imaginé une nouvelle voiture, la Clio, une nouvelle Clio, par exemple, avec, allez, soyons à bas l'avarice, avec 9 airbags, allez,
et une calandre en or massif. Hein. Alors, exprès, si je suis dans le territoire A, pour être différenciateur, je dirais simplement, choisissez la nouvelle Clio, car elle a une calandre en or massif et 9 airbags. Donc, on dit simplement les plus-values différenciatrices. Si je suis en territoire B, c'est un peu différent. Il faut à ce moment-là mettre l'accent sur le bénéfice. Donc, on dira, choisissez cette nouvelle Clio car elle vous apporte un maximum de sécurité, bien sûr, les 9 airbags, et un look avant-gardiste, bon, avec la calandre en or massif. Si je suis dans le territoire C, c'est pas tout à fait la même chose. En général, dans le territoire C, on met l'accent sur l'acheteur. On met l'accent sur le caractère, la personnalité, le ton, le style de l'acheteur. Et là, on dirait, eh ben, achetez cette nouvelle Clio, car vraiment, si vous l'achetez, vous pourrez vous prévaloir d'avoir une personnalité tout à fait différente, fondée sur la sécurité et sur l'art contemporain. Et si je suis dans le territoire D, à ce moment-là, je me retourne vers l'entreprise et je dirais, achetez cette nouvelle Clio, car vous êtes assuré qu'elle a été fabriquée par les meilleurs ouvriers, chefs d'entreprise, chefs d'usine et ingénieurs de chez Renault. Donc vous voyez qu'avec la même, je dirais, les mêmes plus-values, vous avez 4 positionnements. Alors lequel choisir? Eh ben, vous voyez, vous pouvez en choisir un et le faire aussi évoluer dans le temps. C'est ce qu'a fait Renault. Renault avait commencé par le territoire C en disant Renault, des voitures à vivre. Superbe. Mais tous les autres constructeurs ont choisi le même chemin, l'affectif, l'affectif, l'affectif. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Renault? Il s'est réfugié vers le territoire A et il a dit Renault, des automobiles. Il a dit non, Renault, créateur d'automobiles. Donc, il a choisi à ce moment-là de retourner vers l'essence même de son métier. C'est un choix. Donc, non seulement vous choisissez le positionnement le plus différenciateur, mais vous voyez que vous pouvez même le faire évoluer dans le temps. Voilà. En fait, concrètement, comment ça se passe? Quand on est sur une mission d'accompagnement pour créer un positionnement différenciateur d'une entreprise ou d'une marque ou d'un fonds d'investissement ou enfin, peu importe, en fait, on arrive avec différentes propositions de positionnement et qu'on présente au comité de direction. Et à partir de cette réunion que nous appelons une réunion de co-création, on arrive avec un choix qui va parler au ressenti de tous. Et comme ça, par la suite, en fait, ce choix-là va permettre, quand il y a un choix qui est commun, il y a un consensus autour d'un seul choix, ça permet en fait au comité de direction de s'approprier en fait cette nouvelle plateforme de marque qui va durer pendant quelques années, le temps de la renouveler parce qu'on sait que l'environnement évolue, que les marques doivent évoluer en fonction de l'évolution de leur conjoncture et en fonction de l'évolution des comportements de leurs consommateurs. Alors, voilà des exemples. Nous allons, avec Gia, nous en avons vu un certain nombre, et puis on va vous présenter quelques-uns. Alors, vous voyez, ça, c'est très intéressant, je dirais. Parce que Orga Ortho, c'est une société qui a une plateforme qui assure tout l'administratif des orthophonistes. Vous êtes orthophoniste, c'est vrai que c'est un travail vraiment épuisant, les papiers pour l'administration, pour la sécurité sociale, pour les médecins, etc. Et effectivement, ça prend un temps fou aux orthophonistes, alors que leur travail, leur passion, c'est évidemment leurs patients. Eh bien, nous avions un concurrent qui avait écrit « Orga Ortho, ne vous occupez plus de l'administratif ». Bon, vous pouvez imaginer que ce n'est pas très excitant. Eh bien, quand avec Gia, nous sommes arrivés à travailler sur ce positionnement, en co-création, comme elle l'a très bien dit, nous avons réuni le comité directeur et puis nous avons ensemble élaboré les positionnements comme le mapping de positionnement et in fine, nous sommes arrêtés sur cette signature, sur ce slogan et vous voyez que c'est tout à fait différent. Vos patients méritent votre passion. Et donc, nous avons mis l'accent sur le fait que les orthophonistes, grâce à Orga Ortho, eh bien, peuvent disposer de tout leur temps disponible pour s'occuper de leurs patients et on a mis l'accent sur la passion de leur métier. Évidemment, par la suite, dans le discours du site, on montrait que la société s'occupait de tout. Et vous voyez que la recherche, là,
d'un positionnement affectif a donné une dimension tellement émouvante, émotionnelle, qui a permis d'ailleurs à la société Olga Orto, quand elle participe à des conventions, à des manifestations, à des conférences, de mettre l'accent sur la passion. Autre exemple qui est intéressant, c'est l'exemple Calypso. Voilà une société de formation qui, effectivement, a comme différenciation, c'est que aussi, ne vous occupez pas de l'organisation d'une formation, nous nous occupons de tout. Et alors, pour donner un élément à la fois affectif et rationnel, on a traduit ça par Calypso Solutions, enfin libre. Et par la suite, le mot liberté est devenu un récurrent des textes de cette société. En fait, là, vous l'avez remarqué sur les cas qui viennent d'être présentés, quand on travaille un positionnement, l'idée, c'est aussi de pouvoir le présenter sur tout l'écosystème digital de la marque, sur le site de la marque, sur ses réseaux sociaux, sur les contenus qu'elle va proposer, qu'ils soient digitaux ou physiques, pour créer en fait une cohérence d'ensemble dans toute la communication et pour que l'audience puisse se faire une idée vraiment précise de la proposition et de la différenciation de la marque par rapport aux concurrents. Alors, vous voyez qu'à partir du moment où on a trouvé le positionnement, il nous a été plus facile, ensemble, dans la réunion de co-création, de trouver des signatures. Alors, nous avons une sorte de mission intellectuelle avec Gian, c'est qu'il faut qu'une signature soit un engagement. C'est fini, les signatures en disant la société Roudoudou, leader de tel ou tel métier, ou nous sommes les premiers dans tel ou tel secteur. Vous voyez que dans chacune des signatures, il y a un engagement de la société. Flexico, qui est dans le domaine de l'emballage, emballez vos clients. Soyuz, qui est dans le domaine de l'intelligence artificielle pour aider les vendeurs à servir dans le retail leurs clients, la réponse est dans la question. L'IHFB dont j'ai parlé, à qui nous avons proposé de s'associer à la philosophie du care, au-delà du soin, vous comprendre. Et Laponie, qui est aussi une société qui a, je dirais, une plateforme pour aider les managers à trouver des collaborateurs, révéler la force de votre équipe. Donc, vous voyez que chaque fois qu'il y a une signature, cette signature doit être un engagement. Donc, toute la stratégie de communication, en fait, va être déclinée à partir du positionnement qui sera retenu. Alors, voilà ce que nous voudrions, la surprise que nous vous réservons. Nous sommes fin août, la rentrée c'est demain, après-demain. Et donc, avec Gian, on a pensé que nous voudrions vous offrir une surprise agréable et gracieusement, si vous le voulez bien, à ceux qui sont confrontés dans leur démarche marketing actuellement au positionnement, à des nouvelles approches marketing, à des nouveaux canaux de communication. Nous vous offrons l'analyse de votre positionnement actuel vis-à-vis d'ailleurs des positionnements concurrents, et c'est notre cadeau de début d'année, je dirais, comme si on était des étudiants, comme si on était des élèves, des débuts d'année, je dirais, écolière, avec la rentrée. Donc, nous serons vraiment très heureux de pouvoir en fait vous accompagner si cette question aujourd'hui, vous la posez en interne, que ce soit au sein des directions de marketing ou bien au sein des directions générales. Si ça fait partie des priorités de l'année ou des priorités de la rentrée, on sera vraiment très heureux de vous aider dans la réflexion. Donc, que ce soit en France ou au Maroc ou ailleurs, naturellement. Alors, deuxième point qui est extrêmement important, une fois que nous avons travaillé le positionnement différenciateur de la marque par rapport à la concurrence, il faut aller travailler l'expérience client. Et quand on parle d'expérience client, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes aujourd'hui dans l'environnement d'aujourd'hui. C'est le persona. Le persona, qu'est-ce que c'est? C'est le profil du client idéal. C'est la personne qui va vous acheter en premier, qui va vous réacheter et qui va recommander en fait vos produits et vos services à d'autres clients ou d'autres consommateurs. Donc, vous voyez que c'est vraiment le fameux thème de Client Obsessed Marketing, c'est la pensée client, c'est la recherche du comportement client bien avant l'analyse du produit, comme il est écrit, l'expérience client, avant le produit roi.
Voilà, donc le persona, c'est une représentation fictive de votre client idéal. Vous pouvez en avoir plusieurs. Enfin, si vous êtes un acteur de B2B, vous pouvez avoir par segment un ou deux ou trois personas. Si vous êtes dans le B2C, pareil, il faut travailler les personas. Et quand on les travaille, on s'intéresse en fait à leur profil rationnel et émotionnel. C'est-à-dire qu'on va regarder quelles sont ses caractéristiques en tant que client, le comportement rationnel, quels sont ses besoins, quels sont ses défis, quels sont ses points de douleur et les points de satisfaction qu'il a aujourd'hui avec la marque. Et puis, enfin, on va regarder quel est le parcours digital de ce personnage, de ce client-là, qui peut être impliqué dans la décision d'achat lorsqu'on est dans des grands groupes ou qui va prendre la décision d'achat lui-même. Et donc, voilà, à partir de là, une fois qu'on a travaillé ce profil de persona, vous allez voir que par la suite, ça nous permet en fait de proposer un contenu qui va être adapté à chaque profil de persona. Là, il y a un exemple. Vous voyez que chaque profil de persona relève d'une typologie particulière, que même il est bon de donner des noms à ces typologies. Vous voyez, là, c'est pour une société dans le recouvrement de créances. Et bien, pour certains, on les appelait les abandonnistes, les autres, les fidèles, les troisièmes, les suspects. Et pour chacune de ces typologies, il y avait un message qui leur était destiné et qui était écrit pour répondre au comportement de cette typologie. Alors, pourquoi est-ce qu'on recommande vraiment de travailler le personnel? Ça permet aussi d'orienter les investissements qui vont être faits, que ce soit en termes d'efforts ou en termes monétaires, en termes de budget. Quand on s'adresse à beaucoup de clients en même temps, le risque, c'est de se disperser et de ne pas avoir un retour sur investissement beaucoup plus efficace. Quand on travaille les personas, eh bien, ça nous permet de vraiment mieux cibler l'investissement qui va être orienté. Et donc, nous arrivons à un élément fondamental justement, comme on a dit, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est la data. C'est vrai que c'est un problème essentiel de toute société, c'est le scrapping de la data, comme on dit, c'est-à-dire l'acquisition des données. Et vous allez voir quelles sont un certain nombre de méthodes qui fonctionnent. Alors, nous vous prenons un exemple que nous utilisons. Nous avons comme client Xperline, qui est un client qui est d'origine marocaine, mais qui est installé en France et qui s'occupe de l'industrie 4.0. Il lui fallait effectivement d'avoir un fichier vis-à-vis duquel il fallait envoyer un certain nombre de messages. Alors, il y a d'abord une chose que l'on oublie souvent, c'est qu'on peut toujours travailler manuellement. Alors, on dit les logiciels. Non, on peut déjà, dans un premier temps, faire un comptage manuel grâce à LinkedIn des différents types de cibles. Et vous voyez ici, nous avons repéré les DSI, les responsables informatiques, les CIO et les directeurs de production. Uniquement en regardant LinkedIn, nous avons repéré en termes de volume. Voilà, 529 contacts de DSI, 3020 contacts de CIO et DG, et c'est gratuit. Et puis, effectivement, vous pouvez à ce moment-là agréger 3 logiciels qui sont intéressants parce que chacun d'eux donne une mission différente. Phantom Buster vous permet d'avoir des adresses personnelles, mais c'est parce qu'avec le RGPD, il faut mieux avoir des adresses pro. Donc, vous le passez au moulin du drop contact qui vous permet à ce moment-là de dégager des adresses perso, des adresses pro, pour terminer par la personnalisation des messages grâce à l'Emlist qui, au lieu de dire bonjour monsieur, va dire bonjour Pierre, bonjour Michel, et puis va rappeler votre fonction dans le emailing, et ça donne effectivement une relation plus personnalisée et plus empathique. N'oublions pas qu'aujourd'hui, avec LinkedIn, vous disposez d'un outil formidable qui s'appelle Wallaxy. Et donc, grâce à Wallaxy, vous envoyez des messages à un certain nombre de gens dont LinkedIn vous donne les emails, les adresses email, et vous pouvez faire un certain nombre de scénarios pour les inciter à prendre contact avec vous. Et donc, c'est une démarche qui est très, très bon marché, qui est vraiment pas coûteuse. Wallaxy, c'est moins de 500 € par an. Et donc, vous avez ainsi la possibilité de rechercher, comme c'est écrit, des leads via LinkedIn. Alors, sachez que nous, avec Gian, nous sommes très à même de vous aider à structurer votre système d'acquisition des données.
Voilà, donc après avoir vu le positionnement différenciateur et l'expérience client, là on passe en fait au contenu. Et quand on parle de contenu, on va de la personnalisation du contenu à l'hyper-personnalisation, selon qu'on travaille sur une stratégie d'inbound marketing ou une stratégie de account-based marketing qui va, elle, s'adresser aux comptes stratégiques. Donc, le contenu, vous savez très bien aujourd'hui à quoi il sert. C'est vraiment le moteur de la stratégie de marketing digital de toutes les entreprises. Ça permet de raconter l'histoire de la marque, ça permet d'attirer l'attention, ça permet de proposer un contenu qui est pertinent, ça permet d'éclairer, quand on est dans du B2B, d'éclairer en fait les cibles sur des problématiques bien définies. Voilà. Et ça permet de créer un lien émotionnel avec le consommateur ou avec le client parce que c'est un contenu qui ne va pas forcément être intrusif. C'est un contenu, enfin, quand le contenu il est divertissant ou éducatif, c'est un contenu que les gens vont venir chercher. Vous n'êtes pas en train de les harceler et leur pousser en fait ce contenu de manière, on va dire, un peu intrusive. Et donc, effectivement, le brand content, avec le contenu de marque, n'a de sens que s'il est cohérent avec le positionnement, d'où l'importance préalable du positionnement de la marque pour bien cadrer les messages, les articles, les posts que vous allez mettre sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait une cohérence. Vous voyez, nous, avec Gian, je dirais aujourd'hui c'est devenu simple, mais ce n'était pas simple au départ. Nous, on a comme titre Studio Butterfly, l'inbound marketing en tête. Eh bien, tout ce que l'on raconte, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on met en œuvre a un lien direct ou indirect avec l'inbound marketing. Alors, quand on crée du contenu, on répond quand même à un certain nombre d'objectifs. On ne le crée pas juste comme ça. Il y a des objectifs quantitatifs, il y a des objectifs qualitatifs. Alors, quand on est sur le quali, l'objectif, c'est de vraiment nourrir la notoriété de la marque pour la pousser afin d'être dans le top of mind chez les clients. Et puis, il y a aussi l'image de la marque. Donc, on crée du contenu pour justement pouvoir travailler cette image-là. Sur le quantitatif, on a des indicateurs beaucoup plus différents. On a des objectifs différents avec des indicateurs différents. Alors, il y a le reach qui va être en fait l'audience qu'on va toucher en fonction de notre cible, en fonction des segments qu'on va cibler et des personas qu'on aura travaillé. Il y a l'engagement. Donc, est-ce que en fait, cette audience, grâce au contenu qu'on va lui pousser, elle va s'engager elle va s'engager. Donc, est-ce qu'elle va aimer? Est-ce qu'elle va commenter? Est-ce qu'elle va poser des questions? Est-ce qu'elle va nous solliciter? Donc ça, ce sont des indicateurs extrêmement importants et ce sont des objectifs extrêmement importants quand on crée du contenu. Et puis, le contenu naturellement, l'objectif le plus important, c'est la conversion. Est-ce que grâce à ce contenu qu'on va proposer, qui va être cohérent avec le positionnement de la marque et avec le funnel de conversion et le parcours d'achat du client, est-ce qu'il va nous permettre de convertir? Est-ce qu'il va permettre de convertir des visiteurs en leads? Est-ce que ces leads, on va pouvoir les transformer en clients? Quel va être le coût de transformation de chaque visiteur? Le coût de transformation de chaque lead? Ça, ce sont des éléments qui sont ensuite très importants à suivre lorsqu'on mène une campagne d'inbound marketing, une stratégie d'inbound marketing. Et puis, nous arrivons au fameux funnel de conversion, qu'en français on peut appeler le tunnel de persuasion, c'est-à-dire nous allons voir les différentes étapes pour qu'un internaute de la phase intérêt arrive à la phase de décision. Exactement. Et vous voyez en fait qu'au début du funnel, en fait, on est sur l'espace est très grand. Et ensuite, par la suite, en fait, voilà, la conversion, elle se fait vers la fin du funnel. Alors nous, notre différence, c'est que d'habitude, nos chers confrères, ou dans ce que vous trouvez dans la littérature, vous avez tofu, mofu, bofu. C'est-à-dire que les gens s'arrêtent en général à trois étapes suivantes, c'est-à-dire l'étape de la découverte, top of the funnel, l'étape de la considération et de l'analyse middle of the funnel, l'étape de décision, bottom of the funnel. Mais nous avons rajouté l'OFU, loyalty of the funnel, c'est-à-dire l'étape de la fidélisation, qui est aussi importante que les autres étapes, parce que c'est moins coûteux de garder un client que d'en conquérir un autre. Absolument, tout à fait.
Alors, sur les différentes étapes en fait, du funnel, on a des contenus qui vont répondre à des problématiques différentes. En fait, au début, on va sensibiliser l'audience sur une problématique ou sur un sujet. Ensuite, on va faire en sorte que grâce à du contenu qu'on va pousser, elle va considérer l'offre de l'entreprise et in fine, on va mettre du contenu qui va permettre en fait de prendre la décision. Alors, sur la phase de sensibilisation, il y a des contenus comme les livres blancs, il y a les manifestes qui sont extrêmement intéressants et qui peuvent parler à tout le monde et dans lesquels les entreprises peuvent vraiment décrire en fait leur engagement vis-à-vis de leur clientèle. Il y a les infographies, il y a les e-newsletters, il y a énormément de contenu. Sur la considération, il y a les guides de choix, il y a les analyses comparatives. Si on prend cette solution et pas l'autre, voilà ce que ça va me coûter. Il y a les webinaires d'explication, il y a les podcasts aussi qui marchent très bien aujourd'hui. Et puis, in fine, dans la dernière phase, qui est la phase de décision, il y a les témoignages clients, il y a les offres d'inscription, il y a les clubs clients, il y a des offres premium, des études de cas. Et puis, bien sûr, bien entendu, tout à l'heure, Gabriel a bien insisté sur la partie fidélisation du client. Là, on les onboard sur des contenus qui sont différents. Alors, vous avez vu que nous-mêmes, nous avons proposé un APA. Hein, vous voyez, on essaie de mettre en œuvre pour nos sociétés ce que nous vous proposons. Et l'APA, comme vous l'avez vu, ça serait de vous faire gracieusement une analyse de votre positionnement, car ça fait partie de l'inbound marketing. Alors là, c'est encore un de nos, je dirais, un de nos engagements, à Gian et moi, c'est que nous aimons beaucoup le jeu, non pas le nous, non pas le vous. Et vous voyez que là, pour ce que vous avez vu pour le site Orca Opto, eh bien, au lieu de parler nous allons faire ceci ou vous allez recevoir cela, je m'épargne les tâches réparbatives et fastidieuses. Oui, il faut parler à la première personne et se mettre à la place de l'internaute et à la place de votre client. C'est la meilleure méthode pour convaincre. Alors là, nous avons, grâce à l'IA, abouti à l'hyper-personnalisation. Alors, vous avez tous vécu, quand vous allez dans un pays, n'importe lequel, vous allez voir un office de tourisme et puis vous dites, qu'est-ce que je peux aller voir cette semaine? Alors, l'office de tourisme, comme un hypermarché, en général, vous dites, il y a des églises, il y a des montagnes, il y a des forêts, il y a des parcours voilà, en voiture ou à pied. Enfin, on vous donne une liste comme ça et puis à vous de choisir. Non, aujourd'hui, le désir précède le besoin. Donc, par exemple, dans les très, très, très belles gorges du Verdon, je vous invite à y aller si vous n'y êtes pas encore allé, c'est un endroit extraordinaire en France, c'est un paysage unique. Eh bien, au lieu d'avoir, je ne sais pas, une panoplie de produits à aller voir, eh bien, grâce à l'IA et grâce à nous, nous avons élaboré un projet, vous allez voir dans quelques instants, qui fait qu'on pose des questions aux touristes et le touriste répond à 4 ou 5 ou 6 questions et l'IA, grâce à nous, va sortir le parcours touristique personnalisé et identifié à la personnalité du touriste pour qu'il ait un parcours qui lui soit propre. Et on le dit, lundi, du fait de votre personnalité, du nombre d'enfants que vous avez, de la voiture dont vous disposez, ben, lundi, vous allez pouvoir faire ça, ça et ça, mardi, ça, ça et ça, et mercredi, ça. Vous avez ainsi, et l'Office du tourisme des Gorges du Verdon en est très heureux, vous avez ainsi hyper personnalisé votre offre qui a rendu le touriste, dans ce cas, extrêmement heureux. Alors, en termes d'expérience client, vous voyez en fait tous les points de douleur que vous enlevez en fait en tant que client. On prend tous des vacances, on achète tous des vacances et quand on part en famille, on sait que voilà, c'est compliqué, il faut prévoir plein d'activités, beaucoup de choses. Et donc, l'IA vraiment, elle permet de proposer un parcours sur mesure qui en plus facilite la vie en fait du client. Voilà un exemple. Vous voyez, par exemple, parmi les questions qu'on pose aujourd'hui aux touristes, quand on vous dit vacances, à quoi pensez-vous spontanément? Et comme ça, on peut déjà cerner sa personnalité. Il y a écrit visite de château, ou au contraire du repos, ou au contraire des balades. Eh bien, il y a 5 ou 6 questions qui sont posées à chaque touriste. Ensuite, ça mouline dans le logiciel de l'IA qui sort le parcours personnalisé pour le touriste et sa famille.
Alors, autre présentation d'hyper-personnalisation, nous sommes toujours très sensibles avec Jeanne de faire un manifeste. Parce que le manifeste, ça illustre le positionnement. Et ça donne matière, que ce soit sur Internet ou en print, d'exprimer le positionnement sous différentes formes. Et ici, Laponie, qui est une société justement, qui est une plateforme qui aide les managers de trouver leurs collaborateurs très vite, il y a écrit nos 10 engagements pour ne plus faire attendre vos clients et enchanter vos collaborateurs. Et bien voilà un manifeste, on aime bien dire d'ailleurs manifesto, un petit côté un peu plus dynamique, et qui permet d'asseoir le positionnement. Donc nous vous conseillons, chaque fois que vous allez réfléchir à votre positionnement, immédiatement après de disposer d'un document print ou bien sûr digital qui illustre la raison d'être de ce positionnement. Exactement. Et dans le manifeste, on a le positionnement qui est repris, comme tu as dit, Gabriel, mais il y a aussi toutes les plus-values, en fait, la proposition de valeur que l'entreprise apporte concrètement à ses clients. Donc là, c'est vraiment très parlant et les retours sur investissement de ce genre de documents sont très bons. Alors, un autre exemple encore, donc ça c'est dans le domaine, je dirais, de l'ABM, c'est-à-dire de montrer qu'aujourd'hui, la relation humaine et la relation inattendue donne du poids à un discours et donne du poids à l'envie de poursuivre un dialogue. Vous voyez, la société Atos est une société dans le domaine électrique, eh bien, on leur a envoyé une prise électrique, une multiprise pour pouvoir, en disant, vous êtes avec nous au courant, et donc ça a donné matière, vous voyez, en l'envoi de prises multiples, à permettre à des commerciaux d'engager le débat. Même chose avec notre campagne ici de mugs. C'est-à-dire qu'on a envoyé des mugs au prénom de celui qui était destinataire. Ça donne de la sympathie, de l'empathie à la relation. Et là, vous voyez le résultat sur 1300 mugs en fait, qui ont été envoyés à une base de données qui est très ciblée, hautement ciblée, parce que là, on est sur une campagne ABM. Il y a eu 649 appels argumentés et 94 rendez-vous qui ont été obtenus, ce qui n'est pas rien. Voilà, on arrive à la dernière partie de ce live talk qui est la stratégie digitale. Alors, quand on crée une stratégie d'inbound marketing ou de account-based marketing, en fait, tout ce contenu-là, il doit passer par un certain nombre d'outils qui vont correspondre aux différentes étapes du funnel de conversion. Donc, sur le top of the funnel, il y a le site qui doit inclure le positionnement et qui doit être orienté client et qui doit proposer une expérience client très positive. Il y a le SEO, il y a le blog qui est extrêmement important, c'est parce que ça permet vraiment de booster le site et de le faire monter dans les moteurs de recherche de Google. Il y a les réseaux sociaux. Sur le middle of the funnel, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les call to action, c'est-à-dire que quand on va pousser un contenu, on va mettre en place un call to action par la suite pour récupérer de la data et puis entrer en contact avec le lead. Il y a les landing pages, il y a les stratégies de réseaux sociaux, il y a le contenu, les newsletters, etc. Et puis, pareil, en fait, à la fin du funnel, il y a des contenus qu'on va utiliser, des outils qu'on va utiliser. Et quand on crée tout ça, en fait, l'écosystème digital, la stratégie de contenu, on va toujours, en fait, arbitrer entre qu'est-ce qui va être inbound marketing, qu'est-ce qui va être outbound marketing. L'outbound marketing, c'est on a du contenu, on va le pousser davantage moyennant des financements, moyennant des budgets de sponsoring. Clairement. C'est des choses qui permettent d'avoir au début des résultats plus rapidement. Mais cela étant dit, nous, on recommande beaucoup d'aller vers de l'inbound marketing parce que là, on a une relation de confiance qui se construit et qui va permettre d'avoir des résultats organiques et de manière beaucoup plus rentable et beaucoup plus efficace. Gabriel, tu veux rajouter quelque chose par rapport à Oui, je veux simplement dire que je me remets dans juste un instant. Un instant. J'ai un petit. Voilà, je mets le moi tel qu'il était. Voilà. Oui, non, je disais simplement que, et c'est notre différence, là vous voyez que vraiment nous sommes sensibles au tofu, mofu, bofu, lofu, et nous pratiquons l'accompagnement depuis le tofu jusqu'au lofu pour qu'il y ait un accompagnement permanent de votre action de communication et surtout de l'analyse des résultats.
C'est-à-dire que, comme vous, nous faisons beaucoup du test and learn, c'est-à-dire qu'en fonction des résultats des actions que nous menons, eh ben, nous orientons un peu plus de blogs, un peu plus de emailing, un peu plus d'affiliation, un peu plus de native ads, ce qui permet justement d'améliorer chaque fois la performance de votre stratégie de communication. Voilà. Sur les plans médias, il y a les médias qui sont propres à l'entreprise ou à la marque sur lesquels on va poster du contenu. Donc, c'est le site, c'est ce qui sont dans les ondes médias, ça va être le site, ça va être les réseaux sociaux. Il y a le share média, le earn média et le paid. Et voilà, donc en fait, quand on crée en fait une stratégie de contenu, une stratégie digitale, quand on va élaborer le plan média, on va en fait le produire en fonction de ce modèle qu'on appelle le PESO. Voilà, le coût par lead, là, on vous donne un certain nombre de benchmarks pour que vous sachiez. Alors, le coût par lead et par canal, il y a des canaux de génération de leads qui sont beaucoup moins chers que d'autres. Il y a notamment le SEO qui permet d'avoir des leads d'une manière qui n'est pas très coûteuse à l'entreprise. Il y a le online retargeting, il y a le email et il y a le social media advertising. Donc ça, ce sont en fait des canaux qui permettent d'avoir des leads qui vont nous coûter beaucoup moins cher que si on fait des événements, que si on passe vers les médias classiques comme la télé, la radio, le print, la relation publique. Là, on sait que le coût d'acquisition d'un lead est beaucoup plus cher. Vous voyez, par exemple, sur les benchmarks internationaux, un événement, en fait, obtenir un lead à travers un événement peut coûter jusqu'à $800, alors qu'un email marketing va coûter $53. Donc, il y a aussi des industries pour lesquelles, en fait, le coût par lead est un peu moins cher que d'autres, comme le retail, les télécoms, l'éducation, le secteur de l'éducation et tout ce qui est non-profit. Voilà, et en fait, pour finir, on a décidé de vous présenter un certain nombre de chiffres clés qui nous semblent extrêmement importants, que ce soit en fait en lien avec l'inbound marketing ou le count-based marketing. Alors, quand on est sur de l'inbound marketing, ça nous permet d'avoir plus de leads, plus de visibilité et plus de fidélité client à des coûts qui sont très compétitifs et qui sont moins chers que si on passait par le marketing traditionnel. Effectivement, là, vous voyez que l'inbound marketing, 62% moins cher par lead parce que ça devient la récurrence. Et c'est un phénomène de mémorisation. C'est que, à force de proposer, vous voyez, comme vous l'avez vu, le tofu, le mofu, le bofu et le lofu, de répéter un certain nombre d'actions et de contenus différents, eh bien, les gens s'habituent à voir. Mais, donc, la seule exigence, mais je tiens à le dire, pour que justement ça soit beaucoup moins cher par lead, c'est la récurrence. C'est-à-dire que si vous entrez en inbound marketing, il y a effectivement la volonté d'avoir, selon un calendrier, toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois, des actions récurrentes, car effectivement c'est un acte de foi, c'est-à-dire que ça demande de générer un certain nombre de contenus et de générer un certain nombre de canaux de communication. Mais quand vous le pratiquez, eh ben vous voyez le résultat, vous êtes reconnu, connu et consulté. Voilà, tout à fait. Et puis voilà, il y a d'autres chiffres qui montrent que quand on travaille le SEO, les pages des sites sont mieux indexées sur les moteurs de recherche. Il y a une augmentation de 10% dans le taux de satisfaction des clients, mais comme l'a bien souligné Gabriel, il faut vraiment s'engager à produire du contenu de manière régulière. C'est-à-dire, il faut donner rendez-vous à ses clients, à son audience, leur donner des rendez-vous réguliers et s'y tenir. Parce alors, que là, ça permet je te coupe, Jeanne, parce qu'il y en a qui peut-être se disent, oh là là, c'est un peu lourd, c'est un peu évidemment fastidieux. Non, il suffit d'avoir une organisation. Nous, avec nos clients, nous avons des rendez-vous ou bimestriels, ou semestriels, ou hebdomadaires, selon évidemment l'importance des actions menées. Et alors, chaque semaine ou chaque 15 jours, on fait le point et on analyse et on décide si c'est pertinent de continuer dans le même sens ou d'essayer une autre voie. Et ça donne des informations et ces fameux KPI, ces fameux critères de performance qui nous permettent d'être justement le garde-fou de toutes les actions que nous menons. Alors, pour l'ABM aussi, les chiffres sont vraiment très, très, très bons. Quand on regarde en fait les différentes études qui montrent combien est-ce que l'ABM peut être vraiment un vecteur de croissance pour une entreprise, vous voyez que 87% de spécialistes de marketing dans le B2B estiment que l'ABM offre un rendement
beaucoup plus intéressant que en fait, les approches classiques. Et donc, 83% des entreprises qui l'ont mis en place ont vu une augmentation de leurs revenus. Deuxième bénéfice, c'est que ça permet vraiment de créer un meilleur alignement entre les ventes, entre les sales, les équipes sales et les équipes marketing. Parfois, on arrive dans des entreprises où le marketing travaille tout seul et les sales travaillent tout seuls. Quand le marketing vient travaille un positionnement d'une offre en associant les équipes sales et en les onboardant tous en fait sur une stratégie ABM, il y a beaucoup plus de synergie, il y a beaucoup plus de retour sur investissement, il y a beaucoup plus d'efficacité qui se crée. Et il y a un meilleur alignement entre les deux équipes qui se fait. Et puis, ça permet aussi d'avoir une meilleure fidélité client parce que voilà, quand vous êtes chez le client quand vous êtes chez les grands comptes de manière régulière, ça vous permet de connaître leurs problématiques, d'anticiper et puis ça permet d'identifier des opportunités d'affaires qui peuvent rapidement se concrétiser. L'ABM étant évidemment la suite logique de l'inbound marketing. C'est une image qu'avec Gian, on propose souvent. Avec l'inbound marketing, vous recherchez un maximum de poissons dans la mer, et avec l'ABM, vous sélectionnez les poissons pour en prendre les plus gros. Exactement, c'est vraiment c'est le marketing des comptes stratégiques, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'intéresser aux clients avec lesquels vous allez faire un volume de business qui va être intéressant pour l'entreprise. Voilà, et donc pour clore le live talk d'aujourd'hui, rien n'est permanent sauf le changement. Je pense que Vive Héraclite qui a tout compris, car ce n'est qu'en changeant en permanence et évidemment en innovant que vous restez bien sûr permanent et que vous assurez la réussite de votre entreprise. Voilà, une réussite durable, on va dire, de l'entreprise. Alors, comment est-ce que nous intervenons au sein de Studio Butterfly Casablanca et Paris? En fait, on intervient à travers une démarche de co-création, de coproduction et de copilotage. Au départ, en fait, on est dans la phase de création de stratégie, donc que ce soit une stratégie de marque, une stratégie d'inbound marketing à 360 degrés ou une stratégie de count-based marketing. Donc là, nous faisons tout cela en co-création avec les équipes, donc avec les directions marketing, les directions commerciales, le board, où on valide les stratégies et puis par la suite, on passe au côté opérationnel. Alors, sur l'opérationnel, on peut produire avec nos clients, on peut les accompagner dans la production s'ils travaillent avec des équipes internes ou s'ils sollicitent d'autres agences en ce sens. On les accompagne. Et puis, ce qui est aussi extrêmement important, c'est le copilotage des résultats. C'est-à-dire qu'on ne donne pas en fait une stratégie, on la laisse, voilà, elle est dans les tiroirs et puis bon, faites votre suivi. Non, on est là à accompagner l'entreprise, nos clients de manière régulière. Donc, on fixe avec eux des rencontres mensuelles. Ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Mais voilà, donc en fait, nous, on arrive avec des solutions sur mesure en fonction de chacun des clients, en fonction de sa problématique vis-à-vis, ses problématiques actuelles, et avec des solutions qui sont extrêmement extrêmement pointues, spécialisées et personnalisées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, voilà. Donc simplement, nous aimons beaucoup une phrase, je ne sais pas si on l'a gardée, voilà, elle est là. C'est de la télépathie avec Gian. Nous croyons beaucoup à cette très, très, très belle citation marocaine. Une main toute seule ne peut applaudir. Effectivement, c'est avec vous que nous pouvons réussir. Vous pouvez réussir avec nous. Et c'est dans notre, je dirais, dialogue, et justement avec un regard différent, que l'on fait de très, très, très belles choses. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de ce live talk. Nous sommes très contents de vous avoir eu avec nous et nous serons ravis de répondre à vos questions. S'il y en a, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, je terminerai juste avec encore un mot. Vous avez vu dans nos envois, dans nos emailing, dans nos présentations, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il y a les 6 étapes que vous avez donc vues. Enfin, ici, nous les avons rassemblées en 4 étapes, c'est-à-dire le positionnement, l'acquisition des données, l'inbound marketing, la stratégie digitale et effectivement les actions d'outbound, le cas échéant. Donc, vous voyez que c'est une succession d'approches, mais toujours dans le cadre d'une cohérence d'action de communication.
Peut-être qu'il y a un peu de décalage, on ne voit pas les questions, on va attendre un petit peu. N'hésitez pas, posez-nous les questions qui vous semblent en phase avec, effectivement, le thème d'aujourd'hui. Alors, je vois écrit quel est le budget moyen. Alors, je dirais, je vais vous répondre de manière un peu sans éviter le débat. Tout dépend de votre structure. Le budget moyen est fonction, je dirais, de votre statut. Si vous êtes une start-up, il y a des moments indispensables. Le moment indispensable, c'est le positionnement, l'acquisition des données et la mise en œuvre d'une stratégie d'inbound marketing. Alors, je dirais qu'en fonction de votre statut, si vous consacrez entre 3 à 10% de votre budget, j'allais dire, marketing, c'est bien en termes de communication. Si vous êtes une plus grosse société, vous pouvez faire les différentes étapes, l'accompagnement, les, je dirais, 5 ou 6 étapes que nous avons vues, jusqu'à je dirais, le tofu, le mofu, le bofu. Donc là encore, il y a à choisir les actions de communication qui va accompagner le client tout au long de son parcours d'achat. Et puis, in fine, si vous avez encore des moyens plus importants, vous mettez en pratique ce qu'on appelle l'outbound, c'est-à-dire des actions de communication plus globales, comme on faisait auparavant. Mais donc, je dirais, je vous inviterai à le faire par étapes. Start-up, vous commencez par le début avec les 3 étapes qu'on vient de citer. Vous êtes une plus grosse société, vous intégrez tout le parcours, ce fameux funnel de conversion. Vous êtes encore une plus grosse société, vous y associez l'outbound. Mais il est difficile de vous donner un budget car c'est fonction de votre structure. Absolument. Je pense que tu as répondu pour nous deux, Gabriel. Merci pour je dirais, les propos que je vois écrits, qui sont fort sympathiques. Je voudrais encore insister, c'est que c'est notre habitude avec Jian et notre expertise. Ne ratez pas, je dirais, la période du positionnement. C'est essentiel. Vous croyez en disant, ah oui, on est ceci, on est cela. Non, il faut que nous passions ensemble une journée de co-création parce que c'est comme les fondations d'une maison. Vous ne pouvez pas construire une maison sans les fondations. Le positionnement, c'est les fondations de votre maison. Et puis, vous disposez des mots-clés, vous disposez de l'esprit, du ton, du caractère, de la ligne éditoriale. C'est un prêt, mais c'est tellement plus facile et tellement plus agréable d'être cohérent avec le positionnement. Alors, il y a quelqu'un qui dit budget moyen par rapport à quoi? Justement, c'est le budget moyen par rapport au budget marketing. Donc, vous avez un budget marketing global. Dans le cadre de ce budget marketing, vous détachez, je dirais, un budget pour la communication. Et alors, à vous, ou bien au départ, vous estimez qu'il faut vraiment investir en communication pour se faire connaître. Et donc, vous allez jusqu'à 30 à 40% de votre budget marketing. Et sinon, si vous êtes déjà connu ou reconnu, vous en diminuez le montant. Mais je dirais que c'est une discussion à avoir justement entre les commerciaux et les gens du marketing. Et effectivement, votre conseil extérieur, si vous en avez un. D'autres questions, si vous le voulez bien. Alors, on ne l'a pas posé, mais je fais souvent ce comme font des hommes politiques. Je vais répondre à une question qu'on ne m'a pas posée. C'est le rôle de l'intelligence artificielle. Ben, nous sommes confrontés tous les jours à ça. Oui, intégrer l'intelligence artificielle dans votre démarche. Nous le faisons, nous, au sein de nos agences, car effectivement, c'est un outil. Mais il faut se persuader, et ça c'est nos convictions à moi, que ce n'est qu'un outil.
Ce n'est pas un acte, ce n'est pas eux qui doivent, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui doit décider de votre démarche. Utilisez-le à fond. Ça vous fait gagner du temps, ça vous donne de la créativité, ça vous apporte des nouvelles idées, ça vous donne un nouvel univers, mais ça reste et ça doit rester un outil. Absolument. Voilà. Enfin, c'est un outil, l'intelligence artificielle. On ne remplace pas la... Alors, vous voyez, est-ce que vous allez obtenir le support de présentation? Eh bien, c'est notre deuxième cadeau, si je peux dire. Mais bien sûr, Jeanne va se faire un plaisir de vous envoyer le PowerPoint et de répondre à d'autres questions que vous voudrez bien nous poser. Et bien sûr, et même, vous voyez, un exemple. Nous essayons, nous, de mettre en œuvre l'inbound marketing. Et donc, vous-même, vous pourriez, avec notre aide ou sans notre aide, mettre en œuvre des actions vidéo, des podcasts, qui rentrent dans le tofu, mofu, mofu, pour justement mieux préciser votre positionnement et mieux préciser vos actions de communication, vos actions, vos produits et vos prestations. En fait, on va envoyer les présentations, mais vous allez pouvoir retrouver les lives sur les différentes chaînes de l'agence. Ah, en plus, oui, c'est ça. Sur YouTube, sur Facebook, vous retrouverez en fait l'ensemble des lives. Aujourd'hui, nous sommes à notre 10e live talk, je pense. Tout le reste est sur LinkedIn, les pages LinkedIn. Si vous avez envie de creuser davantage sur des sujets qui ont été développés par le passé, le contenu, l'ABM, les stratégies digitales, le positionnement, il y a encore plus de contenu. Et comme le dit Jeanne, vous voyez que si vous avez envie de nous poser quelques questions, le rôle aujourd'hui éminent de LinkedIn n'est plus non seulement à contester ou pas contester, est vraiment je dirais un outil fantastique que je vous suggère d'investiguer, car c'est vraiment, avec toute la panoplie d'actions que l'on peut faire avec LinkedIn, un outil merveilleux d'acquisition de données, d'élaboration de l'identité de marque et de la transmission de votre positionnement. Et je dirais, profitez, moi, à mon sens, et c'est notre volonté à Jeanne et moi, vous voyez, on a essayé toujours d'être différents de notre compétence marocaine et française qui apporte une vision, un regard, une démarche tout à fait intéressante, opportune, avec, je le répète, des coûts et des prestations très compétitives, mais ce double regard nous permet de proposer des choses tout à fait nouvelles à nos clients. Et puis aussi, en termes de contenu, nous avons les livres blancs qui sont sur les sites web de l'agence, sur studiobutterfly.fr et sur studiobutterflycasablanca.com. Vous allez avoir énormément de livres, enfin des livres blancs très pointus. Et n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que c'est notre plaisir en cette rentrée professionnelle comme scolaire de nous demander, d'analyser votre positionnement actuel que nous ferions par rapport au positionnement de vos concurrents. Donc, merci à tous et toutes. Et merci à toi, Gabriel, d'avoir été là. Merci à tout le monde, enfin tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à toi, Jeanne, de notre binôme et de notre, je dirais, démarche binaire qui montre effectivement notre passion pour l'inbound marketing et pour cette nouvelle vision de la communication. Et on vous donnera probablement, très certainement, rendez-vous dans 2 semaines. Donc, ça sera toujours les mardis après-midi. C'est ce qu'on s'est dit. Et puis, on vous souhaite une belle reprise, une belle rentrée. N'hésitez pas à nous contacter au besoin. Et puis, on se dit à très bientôt. À très, très bientôt. Et merci encore de votre participation.